il a drastiquement augmenté les profits en augmentant le nombre de délits de remboursement. Ce qui est un truc de bâtard, c'est-à-dire que littéralement, tu te débrouilles à arrêter de rembourser un maximum de gens, sachant qu'il y en a qui ont. Enfin, leur traitement est vital pour. Est vital, quoi. C'est, genre, t'arrêtes de rembourser les traitements d'un cancer. Donc la personne va mourir du cancer, c'est sûr. Donc bref, le mec a fait ce truc qui est un bouffe de bâtard. Plus, il voulait. En gros, il voulait. L'assurance voulait arrêter de payer au-dessus d'une certaine durée d'anesthésie. Je sais pas si tu vois le bail, qui était la durée minimum possible. C'est-à-dire qu'en gros, tu es en train de te faire opérer, tranquille. Là, le temps d'anesthésie est passé, et au-dessus d'un certain temps d'anesthésie, sachant que tu es anesthésié, ça devient à toi de payer. Et si tu peux pas payer, bah, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si genre, le chirurgien il te sort de l'anesthésie et il te referme, il est en mode ah, désolé monsieur, vous pouvez pas payer, mais bon. Bref, bouffe de bâtard. Et donc il y a un mec qui s'appelle Luigi Mangione, qui a. En gros, le CEO, le PDG de Healthcare United allait à un rendez-vous d'investisseurs à Manhattan, pas à Manhattan, bref, à New York, près de Central Park, et on savait qu'il allait là. Et donc, il y a un mec, il l'attend. Il l'attend. Le mec passe, le mec lui tire 3 balles dans le dos, le PDG meurt, le mec se barre, 4 jours plus tard, on le retrouve, c'est Luigi Mangione. Et donc, déjà, il y a eu un problème, c'est que quand les mecs ont annoncé, enfin, quand les médias ont annoncé la mort du CEO de SK United, déjà, les gens étaient vachement heureux. Et ouais, c'est un problème. C'est la mort d'un mec quand même. Mais les gens étaient en mode, ah, franchement, bien fait, hein. C'est très peu d'empathie. Et donc, les médias ont forcé en mode, non, mais c'était un père de famille. Et tout ça. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont sorti d'autres comme argument, mais ils jouaient beaucoup sur le côté famille. C'était vraiment en mode, putain, mais c'est un père de famille, il a une femme, des enfants quand même. Un peu de respect, puis ça reste un humain, tous les humains ont le droit à des dignités et tout. Euh, Ça n'a pas marché de fou, surtout que là, on trouve le tueur, et en fait, le tueur est intelligent, riche, beau gosse. Et ouais, dommage. Et du coup, là, en fait, aux États-Unis, les procès sont faits avec des jurés, tous les procès. Donc, c'est des gens du peuple qui choisissent si le mec est coupable ou pas. Bonne chance pour trouver 12 personnes qui pensent pas que le mec est innocent, enfin, qui ne déclarent pas innocent, qui ne déclarent pas Luigi Mangione innocent, mais là n'est pas la question. Et donc, on voit clairement le ressentiment, parce qu'il me semble que Luigi Mangione, l'histoire, c'est que sa sœur, bref, un membre proche de sa famille avait eu des soins qui étaient refusés par Healthcare United et du coup était mort des suites de ça. Et on voit genre le ressentiment, ça crée des problèmes. Tu vois, c'est pas juste les gens ont le seum, c'est les gens ont le seum et expriment leur seum par des manières violentes. Et bah pour moi, ce qu'on a avec le, la pas- le nombre de personnes qui vivent pas, qui vivent juste pas et qui sont addicts et genre qui voient qu'ils sont malheureux mais qui n'arrivent pas à en sortir, ça va créer ce ressentiment-là va créer mais, une violence. Je suis quasiment sûr. En fait, genre, surtout que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de la violence. C'est aussi un truc qu'on retrouve assez souvent. Mais par exemple, j'ai très peur des. J'ai très peur, j'ai pas très peur. Mais j'ai plus peur de mes potes qui font pas de dingueries que de mes potes qui font des dingueries. Genre, tu vois que, par exemple, les mecs qui cherchent la merde dans une boîte de nuit ou dans un bar et qui sont en mode wesh, tu m'as poussé, tu veux que je te casse ta gueule, c'est pas des mecs qui font de la boxe. Parce que, en fait, quand tu vois ce que c'est la violence, quand tu es exposé à la violence, quand tu as fait des dingueries, quand tu vois ce que c'est un risque, quand tu vois ce que c'est. Ouais, quand tu vois ce que c'est le risque, quand tu vois ce que c'est, genre, quand tu regardes un peu à gauche et tu fais ah, tiens, c'est la faucheuse ça, on va peut-être rester de l'autre côté, bah, ça te rend plus prudent, ça te rend plus sain d'esprit. Alors que, y a des mecs, ils ont jamais fait de conneries. Ils ont vécu, genre, tranquille, comme on leur a dit de vivre. Enfin, comme. Ils ont suivi le script, quoi. Ils ont fait des études, ils étaient bons en cours, mais pas sans plus que ça. Ils ont trouvé une copine par hasard, quoi. Ils ont fait des études, ils ont pris un job pas ouf, mais voilà. Ils prennent des transports en commun. Et un jour, ils pètent un câble. T'es en mode, mais pourquoi ils ont pété un câble? Oui, parce que déjà, il y a plein de micro-frustrations qui ont été accumulées sur le chemin. C'est-à-dire que ils auraient probablement préféré ne pas faire ça, parce que la foi par défaut est nulle à chier. Donc, je connais personne qui, si tu lui demandes, préfère la voix par défaut. Et donc ils ont plein de frustrations. En plus, il y a des choses sur lesquelles on leur a menti. Par exemple, si c'est leurs parents qui les a
incités à faire des études pour avoir un bon job et qu'ils ont vu leurs parents avoir un bon job, avoir une maison, une grande famille, pouvoir aller au resto toutes les semaines et tout. Et en fait, ils se rendent compte que bah, le climat économique a changé, frérot, tu pourras pas. Désolé, tu pourras pas. Ils pètent un câble, normal. Et surtout, ils savent pas comment péter un câble. Parce qu'ils ont pas l'habitude, c'est normal. Ça s'entraîne aussi. Péter un câble, ça s'entraîne aussi. C'est péter un câble, ça s'entraîne aussi. J'aime bien cette phrase. Et donc, forcément, les mecs pètent un câble, mais de la mauvaise manière. Et en fait, quand t'es pas habitué à. Ouais, quand t'es pas habitué, forcément, tu vas trop loin. Forcément, tu fais une dinguerie, mais une dinguerie d'un autre niveau, quoi. Et donc, c'est une forme de violence euh, à laquelle on n'est pas prêt, je pense. Et après, tu peux, cyniquement, j'ai entendu un mec dire, je sais plus où, mais j'ai entendu un mec me dire, cyniquement, c'était ultra cynique. Je me souviens juste que c'était la pensée, je me suis dit, mais putain, c'est cynique. C'était, non, mais de toute façon, ils n'auront pas la force de le faire. Faut les garder dans l'addiction assez longtemps pour qu'ils aient pas la force de le faire. Et j'étais en mode, waouh, ça, c'est un truc de bâtard. Et en même temps, tu te dis, si ça peut éviter des pétages de câbles et des attentats et ce genre de choses. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais non, mais c'est un truc de bâtard. C'est en mode, le meilleur moyen d'annihiler le ressentiment, c'est d'empêcher d'exprimer. C'est d'ailleurs une théorie du complot assez complotiste, pour dire le mot. Est-ce qu'on part dans des théories du complot à la sixième heure? Il semblerait. Il semblerait qu'on parte sur ça. Des théories du complot, ma foi, sympathiques. Que, en fait, tout ce dont j'ai parlé en termes de perturbateurs endocriniens, de réduction de la testostérone et tout, c'est en fait un choix. De toute façon, la théorie du complot, c'est toujours ça. C'est tu prends un élément qui est vrai et tu dis non, mais c'est un choix. Non, il y a des théories du complot qui sont pas sur des éléments vrais, genre l'alunissage. Genre l'alunissage a vraiment eu lieu. Mais la plupart des théories du complot, c'est en mode le Covid, c'est un choix d'une petite élite de personnes, tu vois. C'est comme ça que. Enfin, j'ai l'impression que la plupart des théories du complot fonctionnent comme ça. Donc là, c'est de dire la baisse de la testostérone et de la fertilité, c'est un choix. C'est pour empêcher les mecs de se rebeller. Enfin, les gens de se rebeller en général. Parce que si tu regardes, la rébellion est généralement faite par des gens forts et qui ont une proportion à la prise de risque. Bah, force est d'admettre qu'on sélectionne beaucoup et que l'environnement est un peu contre ses caractéristiques. Enfin, va un peu à l'encontre de ses caractéristiques. Donc, c'est vrai que c'est tentant. Mais après, non, j'y crois pas, parce que, enfin, je crois quasiment à aucune théorie du complot, parce que un petit groupe de gens très organisés, genre basiquement deux personnes trois personnes. C'est quoi la phrase? Je sais plus de qui elle est. Si elle est probablement de Oscar Wilde. Deux personnes peuvent tenir un secret si deux sont dans la tombe. C'est vrai, quoi. Si trois personnes sont au courant de quelque chose, mais forcément, ça fuite à un moment. Forcément, ça fuite. Et est-ce qu'on va sur les théories du complot maintenant? Non, attendre un peu. Parce qu'en plus, putain, je suis tombé sur des théories, un post avec des théories du complot intéressantes. Genre, c'était pas ta théorie du complot basique, quoi. Genre, oui, on n'a pas à l'uni, waouh, waouh, on voit pas les étoiles. Mais bah, connard, il fait jour, qu'est-ce que tu veux qu'on voit les étoiles? Non, je sais pas, non, il y a des arguments comme ça, j'en ai marre, mais genre, je les entends trop pour. Surtout, ça paraît trop évident, c'est pas grave. Je les entends trop, genre, oui, la Terre est plate, oui, on voit pas l'horizon, enfin, c'est pas pour ça que la Terre est plate, bref. Mais il y en a qui sont marrantes. Et notamment dans les théories du complot les plus répandues, enfin, il y en a plein auxquelles je crois. Notamment, enfin, JFK, j'ai pas l'impression qu'il se soit fait. John Fitzgerald Kennedy, j'ai pas l'impression qu'il se soit fait assassiner par Lee Harvey Oswald. Sinon, pourquoi Lee Harvey Oswald s'est fait assassiner 2 jours après? Je sais pas. Puis en plus, il y a 2 balles et tout. Non, non. Euh, Epstein s'est pas suicidé. Genre, Epstein s'est suicidé. Non, non, non. Quand même. Pas à nous. Les caméras qui s'étaient dans le couloir pendant les 15 minutes où il se suicide. C'est quoi? C'est Pierre Bérégovoy aussi qui s'est suicidé au fusil. Et la balistique, rapport balistique, balle tirée de 3 mètres. C'est ce qu'on appelle avoir le bras long, les mecs. Donc Pierre Bérégovoy, ministre sous Mitterrand, hein, ministre de je ne sais plus quoi, et il s'est suicidé au fusil. Déjà, se suicider au fusil, il faut le faire, hein, faut être déter. Mais surtout, le rapport balistique dit que il a, enfin montre que, en tout cas de ce qu'on m'a dit, montre que la balle aurait été tirée de 3 mètres. Ouais, non, physiquement ça marche pas, il y a pas de, il y a rien à dire. C'est comme le PDG de Total qui était en voyage d'affaires en Russie avec Gazprom et son jet.
a percuté un engin sur l'aéroport qui était en plein milieu de la piste. C'est dur de croire. Il y a des coïncidences, hein. Mais c'est possible qu'il y ait des coïncidences. Et encore une fois, il y a plein de coïncidences. Mais là, j'ai vu mieux comme coïncidence. Enfin, il y a des coïncidences plus évidentes, on va dire. C'est-à-dire que là, il y a motif, moyen. Non, non, c'est pas une coïncidence. Ou alors c'est peut-être une coïncidence et il a vraiment pas de chance. Mais il y a plein de trucs comme ça. Où t'es en mode, franchement, coïncidence ou pas? Par exemple, est-ce que tu crois au destin? C'est une vraie question. C'est une vraie putain de question. Mais il y a plein de coïncidences de fou. Et pareil, ça aussi, c'est un cercle vicieux. Plus tu penses que tu as de la chance, plus tu remarques les éléments chanceux qui t'arrivent dans ta vie, plus tu penses que tu as de la chance. À l'inverse, plus tu penses que tu as de la malchance, plus tu remarques les éléments malchanceux qui t'arrivent dans ta vie, plus tu penses que tu as de la malchance. Et donc, par exemple, je sais pas, chaque fois que je veux quelque chose, je le trouve. En fait, c'est juste que je remarque plus quand je veux quelque chose et que je le retrouve. Et que j'ai une bonne mémoire, probablement. Donc, je me souviens assez bien de ce que je pense. Par exemple, un jour, j'avais besoin d'un réglet. Ouais, truc nul. Pour des trucs d'ingénieur. Je trouve un réglet dans la rue. Mais, j'avais pas vu dire celui-là. J'avais vraiment pas vu le dire. Un jour, je me disais, putain, un stylo violet, ça pèterait la classe. Parce que j'aime bien le violet. C'est une belle couleur. J'aime bien le bleu, j'aime bien le violet. Dit-il alors qu'il est en blanc et gris. Mais, globalement, j'aime bien le bleu et violet. Et je trouve quoi? Un stylo friction. euh, ouais, friction pilote. C'est ce que j'utilise de base. Violet. Il y a des hasards comme ça. Et ça m'arrive plein de fois. Par exemple, je me disais, putain, j'aimerais bien avoir plus d'assiettes pour si je veux inviter des gens. Je trouve quoi? Un set d'assiettes dans la rue. Alors, les assiettes étaient sales, mais il a suffi de les laver et puis c'était ok. C'est une dinguerie. Et genre, ça arrive plein de fois. Mais après, c'est aussi probablement parce que je m'en souviens. Et parce que je fais attention à ce que je disais que je voulais. Ça aide. Et donc, pareil, avoir de la chance. En fait, je sais pas si on peut augmenter sa chance. Il y a plein de gens qui disent que, genre, la loi de l'attraction, tu vois, en mode, si tu y penses assez, si tu le veux assez, tu l'auras et l'univers va te le donner. Et moi, je suis juste en mode, bah non, c'est juste, si tu y penses assez, tu vas remarquer quand tu l'as, quoi. Alors que si tu pensais pas avant, tu vois, si j'avais oublié que je voulais des assiettes et que je m'étais juste dit, oh tiens, des assiettes, c'est cool, bah, j'aurais pas vu ça comme de la chance. J'aurais pas vu ça comme de la théorie de l'attraction. J'aurais juste vu ça comme, bah, cool, quoi, du hasard. Et à l'inverse, tu pourrais avoir la théorie de l'anti-attraction. Je sais pas comment on appelle ça. La théorie de la répulsion. C'est l'inverse. Plus tu y penses, moins tu l'as. Et si tu penses que plus tu y penses, moins tu l'as, bah, tu remarques chaque fois que plus tu y penses, enfin, tu remarques toutes les fois où tu y penses beaucoup et tu l'as pas. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si ça marche dans l'autre sens, c'est que c'est pas vrai. C'est que c'est juste un effet psychologique. C'est comme une théorie pour être scientifique, elle doit être falsifiable. Ça, c'est le plus gros truc. C'est Dieu n'est pas une question scientifique. Pourquoi? Parce que tu peux pas prouver l'inexistence de Dieu. Tu peux prouver l'inexistence. Ok, si je te dis la théorie de Newton, basique. Les lois de l'attraction de Newton. Bon bah, c'est assez facile. Si tu trouves un contre-exemple, c'est-à-dire un objet qui, quand tu lui appliques une réaction dans un sens, ne provoque pas de réaction contraire, bah c'est bon, tu as prouvé que c'était faux. Tu peux prouver que c'est faux. C'est physiquement possible de prouver que c'est faux. Après, si c'est vrai, bah, tu prouveras jamais que c'est faux parce que c'est vrai. Mais c'est possible. Alors que si l'existence de Dieu, Dieu existe, ok. Et s'il n'existe pas, et ça change quoi? Rien. Ah bah cool. Si, tu pourras le prouver une fois que tu es au paradis, mais c'est un peu tard pour, c'est un peu tard pour annoncer la nouvelle. C'est ça qui est terrible. J'ai eu un peu le seum parce que, en gros, je me dis, j'aurai toujours une connaissance en moi que tous les gens qui sont morts. Parce que tous les gens qui sont morts savent ce qu'il y a après la mort. Ou pas, d'ailleurs, si ça se trouve, s'il n'y a rien après la mort, ils savent rien, ils n'existent plus et ça règle le problème. Mais s'il y a quelque chose après la mort, j'ai le seum parce que il y a plein de gens qui savent un truc de plus que moi je sais. Et je pourrai jamais le savoir avant de mourir et ce sera trop tard. Et si ça se trouve, franchement, ça fout le seum, hein. Il y a une connaissance que tu pourras jamais avoir avant les autres. Et quand tu l'auras, ce sera le pire moment pour l'avoir. Genre, il y a une seule connaissance que tu as intérêt à ne pas avoir. C'est ce qui est après la mort. Et si ça se trouve, il y a des gens qui sont revenus pour nous le dire.
Mais force est d'admettre que les messages sont flous. Que s'ils sont venus le dire, ils sont pas venus le dire très clairement. Parce qu'il n'y a pas de vision unifiée de ce qu'il y a après la mort. Je parlais récemment des EMI, donc des expériences de mort imminente. C'est en gros quand ton cœur s'arrête, basiquement, que tu n'as plus de signaux cérébraux, mais qu'on réussit à te réanimer, genre in extremis, et que tu reviens et que t'es en mode putain, j'ai vu ça. Et donc théoriquement, tu as été mort pendant un instant. Donc on s'est dit peut-être que les mecs ils voient ce qui se passe après la mort. Et le truc, c'est que c'est culturel. Et ça fout la mort. Littéralement, du coup. C'est que, en gros, si tu as une EMI en Europe, tu vois un tunnel blanc. Mais si tu as une EMI dans une culture où il n'y a pas de tunnel blanc, où il y a, je sais pas, où tu revois tes ancêtres ou un truc comme ça, et bah tu vois ce que tu vois, enfin tu vois ce que la culture attend de toi que tu vois. Donc c'est probablement pas vrai. Pareil, si c'est culturel, c'est probablement pas vrai. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a prouvé que l'homosexualité était génétique et pas génétique, mais était pas un choix. Que les gens choisissaient pas d'être homosexuels, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait à peu près 3% d'homosexualité dans tous les pays, indépendamment de si la culture réprimait ou pas l'homosexualité. Et donc on a fait, ok, ouais. Ah, donc c'est, tu vois, s'il y a un caractère qui est commun à toutes les civilisations et à toutes les tribus et à toutes les cultures, c'est que c'est pas culturel. C'est que c'est génétique. Pas génétique, mais physiologique. Parce qu'encore une fois, c'est dur de dire que l'homosexualité est génétique, t'as capté, c'est pourquoi, enfin, ça serait bizarre. Mais c'est possible, hein. Ça peut être un gène récessif ou quoi, mais ce serait bizarre. Et pareil, c'est Lévi-Strauss. Donc Lévi-Strauss est un anthropologue, ethnologue, français, assez connu, pour avoir dit notamment la barbarie. La barbarie, c'est de considérer que l'autre est barbare. Belle phrase. En gros, ce qu'il explique, c'est que le terme barbare est déshumanisant par essence. Le barbare, ça désigne tout ce qui n'est pas nous. Et ça a une racine déshumanisante. Par exemple, il me semble qu'il dit que barbare, c'est la façon dont les Grecs appelaient les étrangers, dont ils ne comprenaient pas la langue, parce que la langue leur rappelait le chant des oiseaux et donc les barbares. C'est quelque chose comme ça. Faudrait que je relise le bouquin d'ailleurs, mais. Non, que je lise le bouquin d'ailleurs. J'ai lu des extraits, j'ai pas lu le bouquin en entier. Et donc la barbarie, ce qui est déshumanisant, c'est de considérer que l'autre n'est pas humain. Et donc, parce que si tu considères que l'autre est pas humain, déshumanisé, animal ou autre chose, ça ouvre la porte à plein d'actes barbares, justement. Notamment, bah, le nazisme est très basé sur ça, la déshumanisation. Globalement, tous les régimes oppressifs sont basés sur ça. Si tu opprimes une partie de la population, tu dois d'abord, pour faire accepter l'oppression, considérer que, faire admettre qu'ils ne sont pas humains. Et donc ça passe par le fait de les comparaisons animales, le fait de les appeler la vermine. Euh, ou les comparaisons religieuses, dire que c'est le démon, des démons. C'est ce qui se passe dans. Ah, je vais pas spoiler. J'ai failli spoiler un truc, mais non. Euh, Ouais, non, j'ai failli spoiler quelque chose d'autre, mais j'aimerais bien donner des exemples culturels. Bon, c'est pas grave, tu peux regarder, il y a un épisode de Black Mirror sur ça, et l'attaque des Titans, la dernière saison est en partie sur ça. Et ouais, la déshumanisation, c'est un vrai truc. Et donc, Lévi-Strauss disait, la barbarie, c'est de considérer que l'autre est un barbare. C'est pas la citation exacte, mais t'as capté. Et il disait aussi, l'inceste est le seul interdit moral universel. Et déjà, quand j'étais petit, j'étais en mode, bah, si c'est un interdit moral universel, c'est probablement pas moral, c'est probablement génétique. Parce qu'il n'y a pas de raison que toutes les cultures arrivent à la même conclusion. Il n'y a pas de raison que toutes les cultures arrivent à la même conclusion, sauf si Dieu existe ou si c'est génétique. Et c'est plus probable que ce soit la génétique. Enfin, ça s'explique plus facilement par la génétique. Ça aussi, c'est un concept assez utile qui s'appelle le rasoir d'Occam. Donc Guillaume d'Occam, hein, est anglais, fondateur du nominalisme. J'ai pas le temps d'expliquer ce qu'est le nominalisme. Si, en gros, le nominalisme, c'est considérer que les catégories n'existent pas. L'humanité, ça n'existe pas. L'humanité, je l'ai jamais rencontré. Les humains, ça existe. Un humain, les individus, ça existe. L'individu, ça n'existe pas. Le... Ouais, ça, les catégories n'existent pas. C'est un bon résumé. Je trouve que j'ai fait un bon résumé. Et sans rentrer. Bon, bref. Guillaume d'Occam a inventé un truc qui s'appelle le rasoir d'Occam. Enfin, popularisé. L'idée, c'est. Je commence à ne plus avoir de voix. L'idée est assez simple. Si tu as deux hypothèses pour expliquer quelque chose, prends la plus simple. Basique. Basique de fou. C'est souvent la meilleure. Bref. Et donc, en l'occurrence, la génétique est une hypothèse plus simple que Dieu. Même si je suis croyant, hein, je crois en Dieu et tout, mais en l'occurrence, la génétique explique mieux.
Mais j'étais en mode, bah, c'est génétique. Et en fait, après, j'ai découvert que non, il s'est planté. C'est ce qui est tragique. Je faisais confiance à Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, j'aimais bien. J'aime toujours bien d'ailleurs, mais parce que le mec est intelligent quand même. Et pour son époque, il a amené des trucs vraiment, vraiment révolutionnaires. La barbarie, c'est de voir l'autre comme un barbare. Il a dit ça avant avant la Seconde Guerre mondiale, hein. Visionnaire, dans le mauvais sens, mais visionnaire. Et donc, non, en fait, par exemple, les Ptolémées. Donc, les Ptolémées, la plus connue des Ptolémées, c'est Cléopâtre. Donc, qui sont des héritiers d'Alexandre le Grand. Quand son empire s'est divisé dans tous ses héritiers, eux, ils se sont retrouvés avec l'Égypte et, et ils étaient ultra consanguins. Et l'inceste était vraiment pas un problème. Mais genre vraiment pas. Genre leur arbre généalogique, ah c'est plus une ligne quoi. C'est plus une ligne qu'un arbre, faut être honnête. Et il semblerait que culturellement, à l'époque, c'était considéré normal en Égypte, l'inceste. Et ouais, bah du coup, non, l'inceste n'est pas un interdit moral universel. Désolé Lévi-Strauss. Et, et on continue un peu évidemment. 9 minutes au moins. J'essaie de faire une pause toutes les 1h30 à peu près. Je sais pas pourquoi. Probablement un truc religieux à la con. Pas religieux, superstitieux. Et donc oui, si quelque chose est universel, il est probablement plutôt génétique en fait. Est-ce que j'ai d'autres exemples de choses qui sont de choses qui culturellement sont universelles, donc probablement génétiques? Pas spécialement. Pas spécialement. Par contre, ça m'a mindfuck, mais en gros, la façon dont on mesure à quel point quelque chose est héréditaire ou pas, tu vois, c'est le fameux débat inné versus acquis. Qu'est-ce qui est dans la nature, enfin, qu'est-ce que tu as à la naissance et qu'est-ce que tu as après développé par ton environnement et tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des jumeaux monozygotes, donc des jumeaux qui sont issus d'une seule cellule œuf. C'est-à-dire que quand tu te reproduis, bon bah, là, je te fais balader ça, ovaire, spermatozoïde, paf, cellule œuf. Et la façon, il y a plusieurs façons d'avoir des jumeaux. Soit tu as plusieurs ovaires qui sont fécondés par plusieurs spermatozoïdes, soit tu as un ovaire qui se fait féconder par un spermatozoïde, ça fait une cellule œuf, et à un moment dans la division, tu as une partie de la division qui se passe mal et tu as une partie des cellules qui se barrent, et du coup tu as deux embryons en même temps, ça fait des jumeaux, et après ça peut réarriver, réarriver, etc. Et, euh, et les jumeaux monozygotes, du coup, ont tous les mêmes gènes. Enfin, ils ont pas de différence génétique. À part certaines mutations, mais très rares. Donc, ils ont les mêmes gènes. Et maintenant, tu regardes les jumeaux monozygotes séparés à la naissance. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a été adopté par une famille qui est différente. Et tu regardes à la fin, genre 20 ans après, ou 30 ans après, ou 40 ans après, enfin bref, tu regardes après, quels sont les traits communs entre les jumeaux monozygotes séparés à la naissance. Et là, tu vois du coup ce qui est génétique, puisque tu vois les changements environnementaux et tu vois que les gènes sont les mêmes. Conditions expérimentales parfaites. Et il y a des trucs choquants. Par exemple, les opinions politiques sont partiellement génétiques. Les opinions génétiques, on va la répéter 40 fois celle-là. Les politiques sont partiellement génétiques. Ça fait mal. Celle-là, elle fait mal. Celle-là. Et quand je dis partiellement, c'est un bon 40 à 50%. Parce que le problème, c'est que des jumeaux monozygotes séparés à la naissance, il n'y en a pas des masses. Donc, il y a une incertitude statistique assez forte. Mais on peut dire que c'est une part non négligeable. De tes opinions. Ah, faut le répéter. Moi, ça m'a. Ah, tes opinions politiques sont partiellement dues à ta génétique. Et j'ai découvert assez récemment l'histoire profonde de ma famille, on va dire. Genre dans les détails. Je connaissais vaguement qui était qui, tu vois, mais dans les détails. Et il y a plein de choses où je me disais, bah, je suis pas comme ma famille sur tel et tel point, tu vois. Et en fait, non, raté. T'es comme ta famille. En tout cas, il y a plein de points. Et je sais pas si c'est génétique, mais il y a plein de points où je suis comme ma famille, mais une famille plus lointaine, plus éloignée. Par exemple, je joue du violon. J'ai découvert quoi? L'arrière-grand-père, il jouait du violon. Et l'arrière-grand-père aussi. Ouais. Et l'arrière-grand-oncle. Ouais. Ouais, dommage. Euh, Ce genre de truc. Et il y en a plein comme ça, où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas une originalité familiale. Par exemple, j'ai lu Nietzsche assez tôt, mais là, je vais chez ma grand-mère, et qu'est-ce que je vois? Ah, ainsi par Lazare, tout sera dans la bibliothèque. Bizarre. Et les cahiers de Suran aussi. Donc, Suran, c'est l'auteur. Ok, donc t'as Schopenhauer, qui te dit la vie aussi, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance vers l'ennui. Ouais, le mec était sympa, ouais. C'est ce qu'on appelle un pessimiste. Et bah, Suran, c'est pire.
Voilà, Suran, t'as envie de te flinguer à chaque fois que tu lis un de ses livres, enfin c'est vraiment l'enfer. Et j'étais en mode, les cahiers de Suran, comment elle fait pour pas être dépressive, je sais pas. C'est un miracle. Mais bref, là n'était pas le sujet. Oui, il y a plein de choses qui sont génétiques, et en fait on pense pas qu'elles sont. Enfin, on sous-estime beaucoup la part de la génétique dans certaines choses, et on sous-estime en même temps beaucoup la part de l'environnement dans certaines choses. Ce qui est très bizarre, c'est bizarre qu'on fasse les deux en même temps. Et autant on n'a pas de mal à admettre que physiquement, quasiment tout est génétique. Genre ta taille, ta capacité à absorber la graisse, enfin à prendre du poids facilement quoi, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux et tout. Mais mentalement, c'est inacceptable. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Communément, on a décidé que non, inacceptable que des différences mentales soient liées, soient des conditions génétiques. Par exemple, les traits de la personnalité sont partiellement génétiques. Donc, les traits des personnalités, actuellement, on utilise le Big Five pour les. En gros, ok. T'as plusieurs moyens de faire des modèles de personnalité, mais le moyen le plus efficace qu'on a trouvé, c'est juste de poser plein de questions et de regarder quelles questions corrélaient ensemble et quelles questions étaient totalement décorrélées et s'il y avait des questions inversement corrélées. Par exemple, si je te demande est-ce que est-ce que tu aimes bien avoir une chambre rangée et est-ce que tu bien faire des agendas ou faire des plans et qu'en fait tu te rends compte que la plupart des gens qui répondent oui à l'un répondent oui à l'autre, c'est probablement qu'il y a un truc en dessous, un truc sous-jacent. Et tu fais ça plein de fois. Et t'arrives en passant sur des milliers de questions, en faisant plein de trucs statistiques. Waouh, les mecs ont taffé, mais merci les mecs hein, pour ce travail. Genre vraiment, les mecs ont beaucoup taffé. Et t'arrives à le Big Five, donc 5 traits de la personnalité, qui sont ultra prédictifs de plein de choses. Et en gros, et chaque trait est divisé. Donc un trait, ça veut dire que tu peux aller plus ou moins loin dans le trait. C'est comme la psychopathie. Par exemple, la psychopathie, c'est un ensemble de traits. Donc, t'es pas psychopathe ou pas, t'es plus ou moins psychopathe. Et donc le Big Five, c'est un ensemble de traits et chaque trait est divisé en deux sous-catégories. Tu as la conscienciosité. Donc c'est la capacité, bah justement la conscienciosité, c'est divisé entre industrialité et organisation. L'industrialité, c'est juste la capacité à faire, à être industrieux, quoi, à faire la même chose pendant longtemps sans se décourager. Et l'organisation, bah c'est l'organisation, je n'ai pas trop besoin d'expliquer ce que c'est. T'as... Oh non, c'est tragique. Il y a un post-it qui est tombé. C'est lequel? Run boy run, they try to stop you, the woodkid. Yay. Bref. Et c'était quoi? Ah oui, j'ai envie de faire de la moto. Et oui, je l'ai écrit sur un post-it pour être sûr de ne pas l'oublier. Euh, je suis pas Alzheimer, mais juste j'aime bien les post-it. Bref, la curiosité, t'as quoi? T'as l'ouverture d'esprit, qui est. Enfin, t'as l'ouverture qui est séparée en curiosité et tolérance, il me semble. Et bref, t'as 50 traits, t'as la névrosité, névrose, je sais pas comment on dit en français. Agréabilité, et il en manque un. Il en manque toujours un. C'est comme le jeu des 7 différences. La septième différence, tu l'auras jamais. Agréabilité et névrosité, conscienciosité, ouverture d'esprit, agréabilité. Et un cinquième que j'ai oublié, on s'en fout. Et c'était pour dire quoi? C'était pour dire que oui, ces traits sont majoritairement génétiques. Ça fait peur. Ça fait très peur. Parce que c'est ta personnalité, quoi. Et évidemment qu'ils sont modifiables. Ils sont... Encore une fois, on sous-estime l'importance de la génétique, mais on sous-estime aussi l'importance de l'environnement, et j'arrive pas à considérer que... J'arrive pas à comprendre comment on fait les deux en même temps. Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que c'est un locus de contrôle externe, c'est-à-dire que on sous-estime l'importance de la... On surestime beaucoup l'importance de l'environnement, on sous-estime l'importance de ses choix personnels, et non, on sous-estime l'importance de ses choix personnels, et en même temps on sous-estime la génétique. C'est-à-dire que l'environnement joue probablement pas... Après, si tu comptes la génétique dans l'environnement, du coup, oui, l'environnement joue beaucoup, mais on pense que l'éducation fait plus que la génétique, alors que la génétique fait probablement plus que l'éducation. Et on pense que les choix personnels font moins que l'éducation, alors que les choix personnels font probablement plus que l'éducation. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, mais ça y ressemble. Ça a l'air. Anyway, pause. Ok. Oui, je disais. Non, ce qui est flippant aussi sur le fait que. Ok. J'ai du mal à m'habituer à ma propre voix, c'est très bizarre. Ce qui est flippant aussi sur le fait que les traits de personnalité du Big Five soient génétiques, c'est la névrosité.
C'est basiquement la proportion à ressentir des émotions négatives. Et c'est le seul trait du Big Five qui, dont je vois pas d'utilité. C'est-à-dire que si tu regardes, enfin, je vois pas d'utilité à être haut en névrosité plutôt que de pas l'être. C'est-à-dire que tous les traits du Big Five sont équilibrés, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de fois que je dis, c'est-à-dire que si tu si t'es très haut en ouverture, t'es très ouvert d'esprit, t'es très tolérant, c'est cool dans certaines situations, mais c'est pas cool dans d'autres. Si t'es très bas en ouverture, c'est cool dans certaines situations, c'est pas cool dans d'autres. Si t'es très industrieux, c'est cool dans certaines situations, c'est pas cool dans d'autres. Et c'est valable pour tout, sauf la névrosité. Je vois pas de situation où c'est mieux d'être haut en névrosité, c'est-à-dire de ressentir plus d'émotions négatives, que bas en névrosité. Et donc peut-être que c'est juste un trait qui a évolué, genre comme ça, on va dire, pas sans raison, mais que c'est ni positif ni négatif d'un point de vue génétique, d'un point de vue sélection sexuelle ou naturelle, et que du coup, ça, c'est un artefact, on va dire. C'est un artefact génétique, et que, en vrai, il n'y a pas de raison que ce soit. Enfin, c'est là, mais pas pour aucune raison particulière, on va dire. Et ce qui est flippant, c'est que ça aussi, c'est génétique. C'est-à-dire que à quel point tu es heureux dans ta vie est en partie génétique. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que. Et en même temps, tu peux beaucoup influencer dessus. Ça, le truc, c'est que c'est bizarre. C'est que on a pété un câble et je commence à péter un câble. Il faut le noter. C'est-à-dire que on est à 4h30 dans le podcast. 2h30. Waouh, 4h30. C'est fou ça. C'est une dinguerie. Et mentalement, je sens que je commence à baisser. En termes d'énergie, je sens que je commence à baisser. Là, j'ai fait une pause un peu plus longue. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, tranquille, je reprends à 2h pile. Alors que je suis parti à 52, ça fait une minute de pause, c'est beaucoup. Et j'ai eu le temps de réfléchir et de me dire, mais qu'est-ce que tu fais comme connerie? Genre, mon cerveau a eu le temps de se dire, non, mais attends, mais c'est quoi cette idée de merde? Alors que c'est mon cerveau qui a eu cette idée, hein. Euh, c'est pas ouf. C'est-à-dire que le mec s'auto, s'auto-contredit, finalement. Non, c'est une partie de mon cerveau qui a eu cette idée. La partie ambitieuse, la partie qui veut s'entraîner, la partie qui veut faire des choses pour le plaisir de faire les choses, on va dire, pour l'art. Et la partie de mon cerveau qui veut conserver son énergie. C'est normal. Surtout que je suis à jeun depuis 5 jours du coup. Ah waouh. 5 jours et quelques heures. 5 jours et 20 heures. Non, 5 jours et 22 heures. Waouh. Ça fait 5 jours et 22 heures que je suis à jeun. Donc, niveau énergie, c'est pas ouf. Donc, mon cerveau est en mode, mais qu'est-ce que tu fous, Corentin? Qu'est-ce que. La partie qui est chargée de la conservation d'énergie est en train de péter un câble. Elle est en train de mourir et elle est en train d'essayer de me convaincre que peut-être éventuellement qu'il faudrait arrêter ou alors faire 8 heures. C'est pas le projet. C'est clairement pas le projet. Évidemment que, en fait, on revient à ce qu'on disait au début, hein, les incitations. L'incitation d'arrêter est assez simple. C'est que je suis fatigué, c'est que ma tête va exploser, c'est que pour l'instant ma voix va bien et j'ai toujours des sujets sur lesquels parler parce que je pense que j'ai largement une infinité de sujets sur lesquels parler. C'est-à-dire que j'ai même pas encore parlé d'astrophysique. J'ai parlé un peu d'économie, mais pas tant que ça. J'ai pas parlé. Oui, il y a plein de sujets. J'ai parlé un tout petit peu de style vestimentaire, mais vraiment un tout petit peu. J'ai pas parlé de jardinage, j'ai pas parlé. Il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé. J'ai pas parlé de philosophie, si légèrement, mais pas profondément. J'ai pas parlé de religion. Il y a un milliard de trucs dont j'ai pas parlé de pronatalisme. J'ai pas parlé. Ah si, un peu quand même aussi. Bref, il y a plein de sujets dans lesquels on n'est pas allé en profondeur, donc il y a largement le temps. C'est pas un problème d'information, c'est un problème mental. En fait, chaque phrase, c'est un truc que j'ai capté il y a pas longtemps. Mais en gros, chaque, chaque chose que tu vois, c'est une décision. En fait, c'est un ensemble de décisions. C'est-à-dire que ce radiateur là qui est à ma droite, il fonctionne d'une certaine façon parce que plein de gens ont réfléchi à comment on fait des choix. Ils ont choisi que le radiateur il serait pas en blanc. Il y a des gens qui ont choisi que ce serait un radiateur électrique. Il y a des gens qui ont choisi qu'un radiateur électrique il fonctionnerait comme ça avec tel ampérage, telle puissance, tel voltage, enfin, telle tension, que la résistance elle serait placée en haut, pas en bas. Ou alors peut-être qu'elle est placée en haut. Non, tout est la résistance. Donc la résistance c'est partout. Que ce serait en tel alliage, fabriqué à tel endroit. Tu vois, c'est un ensemble de décisions. Et c'est le cas pour tout. Genre, même moi, je suis un ensemble de décisions. Tu vois, je suis l'ensemble de toutes les décisions génétiquement, par ta génétique, ma génétique, notre génétique. C'est l'ensemble des décisions de tous nos aïeux avant nous. Et c'est que des décisions. Et en fait, prendre des décisions, ça fatigue le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends une décision, ce qui se passe d'un point de vue chimique,
c'est que tu as en gros deux hormones qui sont associées. Tu as une hormone qui est associée à la négativité des conséquences et une hormone associée à la positivité des conséquences, basiquement. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu prends une décision, ton cerveau imagine les résultats, même inconsciemment. Enfin, pas inconsciemment, ça dépend des décisions, mais la plupart des décisions, ton cerveau imagine inconsciemment les résultats et regarde si le résultat est plutôt négatif ou plutôt positif. Le truc, c'est que ce stock d'hormones n'est pas infini. Donc, plus tu prends des décisions, plus tu as ce qu'on appelle de la fatigue décisionnelle, qui est un vrai truc. Et pareil, l'école, pour ça, c'est de la merde. Par exemple, tu devrais avoir un contrôle. Si tu as un contrôle, disons que si on veut maximiser les notes à un contrôle, indépendamment de si la personne connaît ou pas ce qu'elle doit réviser, quoi. Si elle prenait le contrôle le matin, première chose, le matin, à jeun, elle a, je sais pas, minimum 3 4 5 points de plus que la même personne qui le prend le soir en n'étant pas à jeun. C'est comme ça, c'est juste la fatigue décisionnelle, c'est un vrai truc. C'est ton stock d'hormones s'enlève et plus tu prends des décisions, moins tu prends de bonnes décisions. Et plus c'est dur de prendre des décisions et plus tu es fatigué sur tout le reste. C'est pour ça une partie d'échec, c'est que des choix, hein. C'est plein de choix. C'est plein d'analyses d'alternatives et c'est des choix complexes. C'est-à-dire que si je te donne le choix entre A et B, tu as juste à examiner A et B. Mais si je te donne le choix entre A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tu as 26 choix à faire, c'est 13 fois plus. Non, en fait, c'est plus que 13 fois plus conséquent, on va dire. 13 fois plus fatigant que si tu avais que deux choix. Et c'est ça le truc, la fatigue décisionnelle. Et quand on parle, en fait, chaque mot qu'on choisit, il y a des mots qui sortent tout seuls parce que tu es habitué à certaines structures grammaticales. Et donc tu sais qu'après un nom, il vient un verbe. Après le sujet vient le verbe, après ce genre de choses. Mais l'idée globale, c'est des choix. Quelle idée tu vas exprimer, comment tu vas l'exprimer, le ton de la voix, les mouvements, c'est des choix. C'est plein de micro-choix. C'est dur. Mentalement, c'est dur. Mentalement, ça éclate les neurones. C'est comme la Formule 1. La Formule 1, c'est plein de micro-choix. En fait, tout est un choix. Mais plus t'en fais, plus t'es fatigué. Et c'est d'ailleurs pour ça que, alors là, comment avoir plus d'énergie pour toute ta vie? C'est basique. Tu choisis ce que tu vas manger avant de le manger régulièrement. Enfin, tu choisis ce que tu vas manger avant de le manger. Et tu choisis comment tu vas t'habiller avant de t'habiller. Genre, tu fais, je sais, chaque jour, je sais comment je m'habille. Je restreins mes choix. C'est-à-dire que j'ai mes vêtements qui sont là. Chaque jour, je sais que au moins 90, enfin, j'ai le choix entre, quand j'ai un choix que entre 10% de mes vêtements. C'est basique. Et j'ai pas, là, depuis que j'ai déménagé, j'ai pas encore refait ça niveau nourriture. Je suis en train de refaire ça niveau nourriture, refaire la routine nutritive parfaite. Et là, par exemple, vu que je jeûne, j'ai pas la question à poser, enfin, j'ai pas la question à poser, tu vois, j'ai pas de fatigue décisionnelle sur la nourriture, vu que je mange pas. Du coup, bah, c'est plus simple. Mentalement, ça enlève des décisions. Ce qui permet d'en faire plus et de meilleure qualité. C'est pour ça que quand tu as une décision importante à prendre, déjà, il faut la prendre sur 2 3 jours minimum. Parce que bah, s'il y a un jour où tu es fatigué, c'est le jour où tu prends ta décision, dommage, tu auras pris une moins bonne décision pour aucune raison valable. Mais aussi, il faut les prendre première chose le matin. C'est basique. Quand j'ai décidé de. C'est marrant ça. Je dis ça, mais quand j'ai capté que. Ah, je l'ai pas décidé, je l'ai compris. Quand j'ai compris que le podcast c'était ce que je voulais faire de ma vie, il était 4 heures du mat. Bon, je rentrais de soirée, donc bon, mauvais exemple. Mais, non, il était pas 4 heures, il était 1 heure. Bref, 1 heure et demie du mat. Je rentrais de soirée, mais, mauvais exemple. Quand j'ai pris la décision claire de faire ça de ma vie, ça s'est fait sur plusieurs jours et ça s'est fait le matin. Et j'ai fait des tableaux. J'étais en mode, bah ok, si je fais ça, il y a telle conséquence, je dis oui. Si je fais ça, il y a telle conséquence, je dis oui. Mais du coup, ça veut dire que je peux moins faire ça, il y a telle conséquence que je vais pas avoir, je dis oui. Et il y a un truc aussi qu'on prend jamais en compte dans les décisions enfin, qu'on prend pas assez en compte dans les décisions qu'on prend, mais c'est le coût d'opportunité. Si tu fais X, tu peux pas faire tout ce qui n'est pas X. Logique, tu peux faire qu'une chose à la fois. Et si on te dit que tu peux faire plusieurs choses à la fois, c'est un mensonge. Déjà, physiquement, le multitâche, ça marche pas. Ça marche que pour une très petite portion d'individus, et encore ça marche moyennement bien pour cette petite portion d'individus. Mais en gros, en fait, ce qu'on appelle faire plusieurs choses en même temps, c'est juste ton cerveau qui va d'une tâche à l'autre et qui du coup fait de la merde dans les deux. Voilà, c'est tragique. Du coup, tu peux faire qu'une seule chose à la fois. T'es bon pour faire qu'une seule chose à la fois.
Si c'est un process similaire, c'est-à-dire que tu peux marcher et réfléchir en même temps parce que c'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui sont activées. J'entends sur la même zone du cerveau. Par exemple, tu peux pas répondre à tes mails et écrire un livre en même temps. Pas possible. Physiquement pas possible. C'est forcément ton cerveau qui passe de l'un à l'autre très vite et du coup qui fait de la merde dans les deux. Mais donc, vu qu'on peut faire une chose à la fois, en fait, ce que tu fais, ça t'empêche de faire tout le reste. Et donc, on regarde le coût d'opportunité, c'est ce que tu n'as pas gagné en ne faisant pas quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu aurais gagné si tu avais fait quelque chose. Par exemple, tu regardes des études. Tu dis, ok, bah, je fais mes études, à la fin j'ai un diplôme. Ok. Mais c'est quoi le coût d'opportunité de tes études? C'est que pendant tout le temps de tes études, pendant tout le temps où tu es en cours, bah, tu peux pas faire autre chose. Et il faut le calculer, ce coût d'opportunité. C'est un vrai coût. C'est d'ailleurs un des arguments principaux contre le service militaire. C'est-à-dire que il y a le coût du service militaire. Et ça, on en parle, tu vois, genre, dans le débat, on en parle. Ça coûte X milliards par an à l'État. Oui, mais il y a le coût d'opportunité du service militaire. Qui est que pendant un an de sa jeunesse, en plus, t'as quelqu'un qui n'est pas productif. Au sens où il fait pas l'armée. Enfin, il fait pas quelque chose d'utile à la société. Il fait que l'armée. Ce que tu peux considérer à une certaine utilité pour la société, mais en fait, pas tant que ça. D'un point de vue militaire, c'est pas très utile, les mecs qui font le service militaire. Donc, ça va me perturber. Mon autisme en prend un coup. C'est pas vrai, je suis pas diagnostiqué autiste. Pas encore. Euh, et donc, on regarde jamais le coût d'opportunité. Et alors que c'est un vrai truc, le coût d'opportunité. Par exemple, j'ai dit sur le chapitre sur l'éducation, je fais genre, il y a des chapitres alors que c'est pas du tout organisé, hein, mais même sur le chapitre sur l'éducation, qu'il y a des méthodes pour apprendre la division en CE1. Et tu vas me dire, ok, mais ça change rien. Cool, après, dans CM1, en CM2 ou en CE1, c'est cool sur le classement PISA, mais en vrai, ça change rien. Mais si, ça change le coût d'opportunité. Imagine que les gens finissent leurs études à 15 ans. Imagine que tout le monde ait son bac à 15 ans, que ce soit normal d'avoir son bac à 15 ans. T'imagines les années de plus de vie qu'il y a pour les gens. La production qu'on peut avoir en plus, l'épanouissement qu'on peut avoir en plus. Le temps, genre, c'est la seule ressource qui est parfaitement limitée pour chaque être humain. Et elle n'est pas limitée pareil, c'est ça l'injustice. Mais on vieillit tous d'une seconde à la fois. Et encore une fois, il y a des différences dans la perception du temps. Mais il n'y a pas de différence dans le passage du temps. Et donc gagner du temps, même si c'est un truc qui peut te faire gagner 30 secondes à chaque fois, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. Et soit t'as trop de temps, soit t'as trop d'énergie. C'est-à-dire que si t'as... Comment est-ce que... Là, avec le jeûne, j'ai moins d'énergie. Mais j'ai arrêté, j'ai plus de discipline, donc j'ai arrêté de faire... enfin, en gros, j'ai arrêté... Il y a plein de trucs que je peux pas faire. Genre, je peux pas travailler autant qu'avant. Ce qui est normal, j'ai moins d'énergie. Mais j'ai toujours autant de temps. Donc j'ai trop d'énergie. Par contre, je sais que... Non, j'ai trop de temps. J'ai trop de temps et pas assez d'énergie. Mais si, une fois que j'aurai arrêté mon jeûne et que je pourrai remanger, j'aurai trop d'énergie et pas assez de temps. Ce qui sera magique. Parce qu'en plus, il y a le temps de manger et de préparer à manger et tout, mais je veux dire, indépendamment de ça, j'aurai tellement d'énergie que bah, j'aurai trop de trucs à faire et pas le temps. Et donc, tu as une des deux contraintes, soit l'énergie, soit le temps. Donc, si quelque chose te prend beaucoup d'énergie pour économiser peu de temps, peut-être que c'est pas rentable. Mais la plupart du temps, c'est quand même rentable. Et ouais, le temps, quand je disais le temps, on perçoit le passage du temps différemment. C'est aussi un truc avec, faut que je parle beaucoup plus lentement, sinon je vais pas survivre. C'est aussi un truc avec, quand je disais qu'il y avait deux groupes, il y avait un groupe qui vivait beaucoup et un groupe qui vivait peu. En fait, le truc, c'est que vivre beaucoup, ça, ça donne l'impression de vivre plus longtemps. Parce que c'est un truc qui s'est passé pendant le confinement. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'impression que les jours étaient longs, mais que enfin que la période de confinement était courte. Parce que ils s'ennuyaient jour par jour, mais chaque jour ressemblait au précédent. Et donc, dans ton cerveau, en, en termes de mémoire, tu retiens ce qui est exceptionnel. C'est-à-dire que t'as pas besoin de retenir ce qui s'est passé 40 fois. T'as besoin de le retenir qu'une seule fois. Surtout si c'est la même expérience. Bah donc, c'est pareil sur les jours. S'il se passe la même chose tous les jours, t'as pas besoin de retenir tous les jours individuellement. Tu peux retenir l'expérience globale et l'appliquer à tous les jours. Mais donc, le temps paraît plus court. Oui, plus court. Les jours paraissent passer plus rapidement. Enfin, la période de temps paraît être passée plus rapidement. Et en fait, quand tu as toujours la même vie, tu vois pas le temps passer. Mais littéralement.
Alors que quand tu as une vie très sportive, on va dire, bah chaque jour, enfin, les jours se ressemblent pas et donc tu as l'impression que tout était il y a 1000 ans. Par exemple, j'ai. Ok, ceci est un groupe. Ceci est un truc qui traque mes données de santé. Bon, ma santé cardiovasculaire, ce genre de choses, mes mouvements, bref, bracelet connecté qui capte ta santé. Normal. Et c'est relié à une application évidemment. Et tu peux voir genre 6 mois. Et de temps en temps, je regarde, tu vois, par exemple, ma dépense calorique. Truc marrant. Là, j'étais à 3000. Là, je suis descendu avec le jeûne. Je suis genre plus qu'à 2800, pardon. Pardon, seulement 2800 calories, alors que, bah, du coup, c'est 2800 calories de déficit, quoi. Et je regardais à un moment, je vois 4700 calories et le lendemain 700. Et j'étais en mode, attends, le seul jour où j'ai fait ça, c'est un jour où j'étais allé à Marseille et je me suis couché à genre 6 heures du mat. Non, pas 6 heures du mat, je me suis endormi à 10 heures. Non, après 10 heures. Je me suis endormi à 11 heures dans le bus, de retour. Et donc il y a une journée qui est à 4700 calories, mais parce que la journée a duré un jour et demi, quoi. Et j'étais en mode, attends, mais putain, mais ça c'était il y a longtemps, c'était il y a genre un an, tu vois. Et regarde, et c'était il y a 3 mois. Et j'étais en mode, quoi? Non, mais comment ça 3 mois? Comment ça? C'est pas possible. Genre, on est le 4 janvier. Il y a 2 mois, 2 mois et une semaine, j'étais à Monaco. Pour moi, ça paraît être il y a 6 mois. Mais vraiment, il y a. Bah, du coup, il y a 6 mois. Non, il y a un peu plus. Il y a 8 mois, j'étais en Allemagne, en voyage scolaire. Dans ma tête, mais c'était il y a 50 ans. Et ça arrive parce que je vis beaucoup de choses. Parce que si je devais te raconter ce qui s'est passé entre l'Allemagne et aujourd'hui, il s'est passé plein de trucs. Alors que à l'époque où j'avais la vie monotone, on va dire, où je passais ma vie sur YouTube, bah, ce qui s'est passé entre l'été dernier et cet été, bah, pas grand-chose. Tu vois, il s'est rien passé d'incroyable. Et donc forcément, la vie paraît passer plus courte. Ça veut rien dire. La vie paraît plus courte et passer plus rapidement. Et donc, en gros, tu peux en quelque sorte augmenter ton espérance de vie en vivant beaucoup de choses différentes, en ayant des vraies expériences. Aussi, avoir une meilleure mémoire sur ça, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, si tu te souviens bien des détails de chaque jour, bah, la vie passe plus lentement. Et ça, c'est une dinguerie parce que c'est littéralement vivre plus. Et pareil, il y a plein de choses. Il y a un concept stoïque qui s'appelle Memento Mori. L'idée, c'est de se souvenir que bah, un jour, tu vas mourir et que t'as pas le. Il y a une grande illusion qui est de penser que tu as le temps. T'as pas le temps. Genre, la procrastination, fondamentalement, c'est penser que tu as le temps. C'est pas vrai, t'as pas le temps. Spoiler, si tu le fais pas aujourd'hui, c'est possible que tu puisses pas le faire demain. C'est possible que demain, il n'y ait pas de demain, en fait. Et c'est peu probable, mais c'est possible. Et plus tu vieillis, plus c'est probable d'ailleurs. Et donc, en plus, on a fait des études bizarres où on a trouvé que les gens étaient plus productifs quand ils étaient confrontés à l'idée de la mort. Ce qui est très bizarre. Euh, En gros, on leur mettait un texte, on leur demandait de lire un texte, et dans un groupe, le texte parle un peu de la mort, et dans l'autre groupe, pas du tout. Et ensuite, on leur demande de faire une tâche, et ils sont beaucoup plus. Le groupe où le texte parle subrepticement de la mort, il parle pas explicitement de la mort, hein, mais il parle. Genre, il y a des termes qui évoquent la mort et tout, et le groupe est tellement plus efficace. Vraiment beaucoup plus. Et t'es en mode, ah ouais, d'accord. En fait, c'est probablement parce que si tu sais que ton temps est limité, tu peux pas procrastiner. C'est pas possible, c'est physiquement pas possible de dire, bah on le fera demain si tu penses que demain n'existe pas, hein. C'est. On s'endort, on fait des projets sur 10 ans, mais aucun humain n'est sûr de se réveiller demain. Je crois que c'est Sadek qui dit ça. Et oui, j'ai cité Nietzsche je sais pas si c'était sur en directement, mais j'ai cité Nietzsche et un rappeur dans le même truc. Pas grave. Normal. D'ailleurs, j'ai déjà cité l'homme pâle en philo. Ça passait bien. C'était dans le contexte, ça passait bien. Et donc, Memento Mori, c'est ce truc de. Bah, d'ailleurs, je crois que je l'ai là. C'est aussi, on le retrouve avec le Carpe Diem. Profite de chaque jour. C'est l'idée productiviste du Carpe Diem. Carpe Diem, c'est un peu hédoniste. Donc, en gros, t'as l'idée que que le but de la vie, c'est de profiter de sa vie. Et donc d'avoir un maximum de plaisir, c'est une idée ce qu'on appelle hédoniste. Et donc carpe diem, c'est littéralement récolte le jour, profite de chaque jour, quoi. Savoure-le au max. Et t'as cette idée dans l'un des poèmes qui est sur un des post-it là-haut, qui est Gather your husbands while you may, time is still flying, and the same flowers as smells today, tomorrow will be dying. C'est un poème qui vient de. En tout cas, je l'ai découvert avec
Le cercle des poètes disparus. Putain de film. Banger de film. C'est aussi un livre, il me semble, je suis pas sûr. Mais bref, c'est un film de fou. Regarde Le cercle des poètes disparus. Si tu dois retenir un truc de ces 12 heures de podcast, c'est regarde Le cercle des poètes disparus. C'est un putain de film. Et bref, c'est la même idée, c'est euh, récolte les fleurs tant que tu peux, le temps est toujours passant, et la même fleur, et cette fleur qui, et cette fleur parfumée tout dès, demain sera morte. Enfin, demain sera mourante, un truc comme ça. Traduction approximative, mais t'as capté. C'est la même idée, et on la retrouve beaucoup, parce que, parce que c'est une idée flippante, et en même temps, c'est une idée enjaillante. C'est-à-dire que si, comment l'expliquer facilement? Si tu sais que ton temps est compté, tu l'utilises mieux, et tu l'apprécies plus. Si je te donne une réserve de chocolat infinie, tu vas tout manger, ça va être l'enfer. Si je te donne quelques-uns, tu vas les apprécier, tu vas prendre ton temps, tu vas déguster, normal. Et donc la version stoïque du Carpe Diem, c'est le Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Genre je l'ai brodé sur ma veste de costume carrément. Bon, sur l'intérieur, mais quand même. J'ai devant moi là j'ai un fil et genre il y a une partie du fil qui est noire et en gros j'ai considéré que je vivais genre 80 ans, t'as capté, et toute la partie noire du film c'est la partie que j'ai déjà vécue. Et t'es en mode, c'est flippant, mais ça fait peur. Genre, au début, quand t'entends parler de ça, t'es en mode, mais c'est qui les psychopathes qui font ça? Et après, tu captes, t'es en mode, c'est vrai que, c'est vrai que j'apprécierais probablement plus ma vie si je me rendais compte qu'elle était courte. Et 80 ans, ça va, c'est pas court. C'est l'espérance de vie moyenne d'une femme en Occident. Sachant que je suis en bonne santé et tout, je vais probablement vivre un peu plus que 80 ans. Ou totalement moins, c'est possible que je me fasse renverser par un bus dans pas longtemps, mais peu probable. Et donc la partie noircie, genre chaque fois parce que du coup, chaque semaine, je noircis une partie du truc. Ça fait peur. T'es en mode, ah ouais, c'est vrai. En même temps, t'as un truc de, putain, la semaine était bien, quoi. C'est passé, mais c'était bien. C'est passé, mais c'était bien. Et pareil, j'ai une app sur mon téléphone j'en ai pas trouvé, du coup, je l'ai codé moi-même. C'est un petit flex, si je peux me permettre de flex un peu. Qui, pareil, te dit en gros combien de jours il te reste à vivre. Et on peut regarder. En prenant, pareil, tu peux mettre ta propre espérance de vie, mais moi j'ai mis genre 80 ans, un peu plus. Et ta date de naissance, attention, il me reste 22 342 jours à vivre. Et tu vois, genre, ça donne une bonne idée du temps qui passe. Et aussi, avoir une bonne idée du temps qui passe est une bonne option pour vivre plus longtemps, enfin pour avoir la perception de vivre plus longtemps. Parce que si tu te rends bien compte que chaque jour passe, genre si t'as un marqueur, genre si t'as ne serait-ce que tu sais, les vieux calendriers où t'enlèves un truc à chaque jour, ça. Je sais pas comment expliquer, ça t'ancre vraiment dans le temps et du coup, t'as l'impression de vivre plus longtemps. Alors que si tu laisses les jours passer, bah forcément tu te rends pas compte que les jours sont passés, donc t'as l'impression que ta vie va trop vite, que tu cours trop vite. Ce qui est terrible, ce qui est une sensation terrible. L'impression de. Genre, je cours après le temps, je marche vite. Vald. C'est une sensation terrible. En plus, plus t'es dans le rush, plus. Pour le coup, plus t'es dans le rush, plus en train de courir partout en permanence. Et j'ai une pote qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps aussi, il y a un peu longtemps. D'ailleurs, c'est dans un des podcasts précédents, je sais plus lequel. Et elle me dit genre, ouais, mais même au lycée, t'étais toujours en train de courir. Je suis en mode, quoi? Non, au lycée, j'étais pas en train de courir partout, hein. Là, parce que à l'époque où on faisait le podcast, j'étais en train de courir partout. Là, ça va, vu que je mange plus, j'ai plus de temps. Et vu que j'ai totalement arrêté de regarder séries, films, ce genre de trucs, j'ai encore plus de temps. Mais c'est vrai qu'à l'époque, putain, je courais fort. Et en fait, quand tu cours fort, quand tu cours partout, quand t'es toujours à la bourre, genre t'es toujours en retard sur un truc, tu te rends pas compte que le temps passe. Genre tu finis ta journée et t'es en mode putain, la journée est déjà finie, merde. Alors que quand tu prends le temps, et c'est bizarre de dire prendre le temps parce qu'en fait, c'est surtout, genre, en termes de productivité, tu gagnes en productivité. Et ça, je l'avais pas capté. Pour moi, genre, quand tu courais partout, bah, t'étais plus productif, c'est basique. Plus tu fais dans une journée, plus tu fais. Mais en fait, non. Vu que tu prends pas le temps de, genre, te poser ne serait-ce que 2 secondes, tu fais plein de conneries, tu dois rattraper tes conneries, tu, tu prends des décisions qui sont pas les meilleures. Alors que si tu prends juste le temps, bah, en fait, oui, comment on pourrait dire? Une bonne décision est un effet de levier, mais de fou. C'est-à-dire que
faut mieux faire un bon choix. Vaut mieux s'arrêter, faire un choix conscient et faire le bon, que d'aller droit dans le mauvais. Et quand je dis s'arrêter, c'est vraiment s'arrêter 10 secondes pour être en mode, qu'est-ce que je fous? Est-ce que vraiment je vais faire ça? Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Et en t'arrêtant vraiment 10 secondes pour juste réfléchir à est-ce que c'est la meilleure façon de le faire, bah tu gagnes genre 30 minutes de trajet ou de je sais pas quoi. Et t'es en mode, mais putain, mais c'était évident, pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi je l'ai pas fait, pourquoi j'ai pas réfléchi avant? Et donc oui, en fait, prendre son temps, c'est plus productif. Voilà, petit message au moi du passé qui a failli faire... il y a un jour, c'était aberrant. J'arrive en cours et j'ai une pote, elle me dit, Ouah, ça va, t'as l'air fatigué. Et je te dis, ouais, fatigué? Non, ça faisait 2 semaines que je courais partout. Mais vraiment, je courais, mais pouah, je courais partout. Vraiment, c'était fou. Et je faisais plein de trucs en même temps. Pareil, on te dit, faut pas multitâche. Qu'est-ce que je fais? Je multitâche, évidemment. Euh, tout en même temps. Je faisais mon Duolingo quand j'écoute, en même temps que j'écoutais les cours, en même temps que je notais les cours. Euh, L'enfer. L'enfer. Rien que d'y penser, c'est. En vrai, c'était marrant, mais à tester, quoi. Et donc, au bout de 2 semaines comme ça, à pas prendre de pause, à dormir pas assez, en étant stressant, j'étais stressé en dormant. Au bout de 2 semaines comme ça, elle me dit, ah, t'as l'air un peu fatigué. Et je suis en mode, moi, non. Et après, je demande aux autres en mode, vous trouvez que j'ai l'air fatigué? Ils sont en mode, ouais, ouais, t'as l'air fatigué, ma gueule. Et j'étais en mode, bah, ok, d'accord, on va se reposer. Au final, j'ai fait une nuit blanche en soirée, mais c'était marrant. Puis le lendemain, je me suis reposé. Le lendemain, j'ai dormi, mais genre, je crois que j'ai dormi 12 heures d'affilée, ce qui est beaucoup. Et avec une quantité de sommeil réparateur assez élevée. Parce que, encore une fois, j'ai ça pour traquer, genre, mon sommeil. Et je me rends bien compte de. En fait, ce qui est bien, c'est que tu te rends compte de ce qui fait augmenter ton sommeil ou pas. Et tu te rends compte que les conseils qu'on te donne, bah, ils marchent. Qui est l'enfer, en fait. C'est-à-dire que, oui, il faut pas regarder d'écran la nuit. Enfin, le soir. Oui, il faut pas de lumière forte le soir. Oui, il faut pas digérer avant de dormir. Plein de trucs. Oui, il faut regarder de la lumière le matin en se levant. Oui, il faut faire du sport, c'est mieux pour dormir. Oui, il faut bien manger. Non, faut pas prendre de café. Non, faut pas boire d'alcool. Tu vois, c'est genre les trucs basiques. Oui, il faut se coucher à la même heure, se réveiller à peu près à la même heure. Tu vois, c'est genre les trucs basiques et t'es en mode, bah, la flemme un peu. Puis avec ça, genre, tu vois que ça marche et t'es en mode, ah ok, on va le faire du coup. Parce que, genre, quand je dis plus dormir, c'est meilleur pour la santé, oui, mais en fait, avoir une bonne santé, c'est avoir plus d'énergie. Mais genre, vraiment avoir plus d'énergie, c'est être plus intelligent, avoir plus d'énergie, être plus heureux. Donc en fait, c'est trop bien. C'est juste trop bien de. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui dorment mal. Enfin, qui dorment peu. Je suis en mode, mais. Ah, genre, tu rates tellement de choses. Genre, je vois bien, quand je dors pas, qu'à l'après, je suis con. Je suis débile. Et en fait, le truc du manque de sommeil, c'est que tu t'habitues au manque de sommeil au bout d'un moment. C'est que tu commences à ne plus voir les effets du manque de sommeil. Tu commences à considérer que cet état-là, qui est l'état de toi en manque de sommeil, c'est l'état normal. Ça l'est pas. Ça l'est pas du tout. Il n'y a aucun monde où ça l'est. Et il faut bien dormir une nuit pour s'en rendre compte. Plus qu'une nuit, un peu plus, genre 2, 3 nuits pour s'en rendre compte. Et encore une fois, bien dormir, c'est basique, quoi. C'est vraiment les trucs les plus basiques de l'univers. Ah oui, il faut dormir dans le noir complet, avec, si possible, une température un peu froide. Genre, faut qu'il fasse un peu frais dans ta chambre. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Franchement, c'est basique. Il n'y a rien d'autre à dire. Et bien dormir, c'est juste. Frérot, si on donnait aux gens, si on donnait le choix aux gens d'avoir genre une pilule qui rend plus beau, plus intelligent, plus heureux, en meilleure santé, qui augmente l'espérance de vie, bah franchement, les gens la prendraient, hein. Ça s'appelle dormir. C'est magique. Oui, dormir, ça rend plus beau, hein. Et ça y est, on va parler de beauté. Ça y est, je vais déraper sur la beauté. Parce que, parce qu'il y a eu un petit glow-up, faut l'admettre. Et donc, qui s'appelle la puberté, hein. Le glow-up s'appelle la puberté, attention. Et je dis ça alors que j'ai un giga bouton d'acné sur la tête. Mais, euh, déjà ça, et surtout, ça n'empêche rien, ça change rien au glow-up. Mais bref, genre la beauté, comment est-ce que... Le sommeil, ça augmente la beauté de manière assez basique. Déjà, les cernes, c'est pas beau. Et les cernes ne sont pas très liées au manque de sommeil, mais peuvent être liées au manque de sommeil. Non, le truc principal, c'est les hormones. Encore une fois, c'est toujours les putains d'hormones. Euh, Après, les hormones sont une grille d'analyse, il y en a d'autres, tu peux superposer plusieurs grilles d'analyse. Mais donc, les hormones, en gros, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si tu as beaucoup de cortisol, et ta production de cortisol est augmentée par le manque de sommeil, on va dire. Donc, basiquement, moins tu as de sommeil, plus tu es stressé, plus tu es stressé, plus
tu as des effets du stress, et les effets du stress, ça rend pas beau. C'est basique. C'est un peu infernal d'ailleurs, mais par exemple, l'acné est généralement un résultat du stress, enfin peut être un résultat du stress. La perte de cheveux chez les mecs est un résultat du stress. Les... Globalement, la qualité de la peau est beaucoup un résultat du stress.